Impeccable. Merci. Alors, super. Donc, bah oui, on s'est pas vu depuis longtemps. Il y a eu pas mal de temps qui s'est passé. Vous vous souvenez où est-ce qu'on en était dans le texte ou pas? Enfin, on était toujours dans les mentales et les sensoriels, il me semble. Oui, Et exact. donc, on avait vu les cognitions visuelles et les consciences visuelles. J'ai souligné ça Ah le oui, dernier. ce passage est extrêmement capital. Et voilà, donc du coup, je me suis posé la question, mais ça ne me concerne que moi, comment traduire cognition et conscience en allemand, parce que j'aurais bien voulu, parce qu'il y a Wahrnehmung, Bewusstsein, etc. À quel mot en allemand ça correspond, mais ça, il faut que je résoudre moi-même, je crois. C'est une bonne question, ça. Parce que des fois, pour mieux comprendre, des fois, je passe par l'allemand, et puis là, je trouve pas. Ben, en fait, peut-être il faut que je regarde les noms en tibétain et que je cherche, passe par le tibétain pour retrouver le truc en allemand, je crois. C'est pas faux. Ouais, si tu regardes sur euh, TH-Lib, par exemple, TH-Lib, il y a un dictionnaire et il y en a encore mieux que Renan Ganoussel m'a conseillé. Ouais. Vraiment, dictionnaire incroyable, ça s'appelle Dharma Mitra. Dharma comme le Dharma. Et Mitra, ça veut dire ami en sanskrit. M-I-T-R-A. Et donc, c'est aussi un traducteur, mais alors, jusqu'à l'anglais, il n'y a pas encore d'allemand. Mais après, tu peux faire un Google Translate depuis l'anglais vers l'allemand. Oui, 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 oui. Après, c'est facile. Et Oui, c'est très des utile. fois, pour moi, ça parle aussi l'anglais, oui. Oui, tout à fait. Ouais, parce que, alors bien sûr, même en anglais, d'un livre à l'autre, ils vont certainement avoir leur choix lexicaux, hein, ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai Mhm, qu'ici, on dira cognition, parce que cognition, c'est l'élément le plus vaste. Ouais, mhm. ça veut dire que, est-ce que, par exemple, si c'est une conscience visuelle, est-ce que c'est une cognition? Oui, dit C'est plus, Sabine. c'est plus, c'est plus, c'est sans, la cognition est plus, elle est plus grande, mais la conscience visuelle fait partie des cognitions. Oui. Voilà. Ouais, ça vous parle? Ouais, si c'est une Mhm. conscience visuelle. Alors, une conscience visuelle, ce serait quoi? C'est quoi une conscience visuelle? Ben, c'est une conscience qui apprend un objet à travers une faculté qui est une faculté sensorielle qui est visuelle. Par Ouais, exemple, voir une fleur. mais c'est vrai que ce serait aussi le cas d'une cognition visuelle. Oui, mais la cognition, il y a le facteur mental visuel dedans. Il y a le facteur Exactement. mental qui est associé. Alors que Mhm. là, si on dit conscience visuelle, ce serait C'est que que, c'est que la conscience sensorielle, c'est pas le facteur mental. voilà, la conscience principale sensorielle. Exactement. Parmi nos six consciences, oui, on a six consciences, ça, vous le savez. Ouais, ouais. Si on dit conscience visuelle, c'est l'une des six. Exactement. Ouais. Donc, c'est l'une des six. On ne parle que des principales dans ce cas-là. Ouais. Quand on dit conscience visuelle, c'est l'une des six consciences principales. Et en effet, c'est nécessairement une cognition, puisque elle est claire et cognitive. Elle est claire et appréhende ses objets, elle connaît ses objets, etc. Très bien. Mais si c'est une cognition, ce n'est pas nécessairement une conscience visuelle. Mhm. Ça Ouais. pourrait être Cognition auditive. exactement, ça pourrait être une condition auditive, genre soit une conscience principale auditive, soit une sensation auditive. Même, ça pourrait même être une sensation visuelle. Si on dit si c'est une cognition qui n'est pas une conscience visuelle, ça pourrait être une sensation visuelle. Parce que la sensation, c'est un facteur mental. Donc, c'est bien une cognition, mais c'est pas une conscience principale. Donc, c'est pas une Une conscience. hallucination, ça serait donc, Vous voyez? c'est pas une conscience visuelle, ça serait une cognition, c'est ça? Alors, ça pourrait être l'une ou l'autre. Ah, ok. Ça pourrait, par exemple, quand on dit une cognition fausse visuelle, ouais, si on dit une cognition fausse visuelle, par exemple, tu vois un épouvantail dans un champ, tu crois que c'est une personne, tu crois que c'est le paysan qui est en train de marcher dans son champ. Dans ce cas-là, ça peut être la conscience elle-même ou le facteur mental de sensation ou D'accord. Mhm. d'identification qui sont aussi à côté de la plaque. Mhm. Ouais, Mais quand je vois un fantôme qui est accroché au mur alors que c'est vraiment irréel, dans ce cas-là, c'est juste une cognition visuelle. C'est pas une. exactement, c'est une cognition fausse, donc ça veut dire que non seulement la conscience visuelle se trompe, mais aussi tous les facteurs mentaux qui lui sont associés se trompent. Mhm, Ouais, ça veut dire que si la conscience visuelle est correcte, c'est les facteurs mentaux qui lui sont associés sont corrects.
Si elle est incorrecte, les facteurs mentaux qui lui sont associés sont incorrects. Hum, Ouais, ça joue. hum. Ouais, ok. Ben, C'est-à-dire c'est ce qu'on ne que peut je vais- pas avoir, par exemple, une conscience visuelle qui serait une cognition valide et la sensation visuelle qui lui est associée qui ne serait pas une cognition valide. Si l'une est une cognition valide, le facteur mental aussi doit en être un, doit en être une. Ça joue? Oui. Ouais, ça veut dire que moi j'aime bien l'exemple de la main avec les cinq doigts. La main, si par exemple la main est au soleil et sous la lumière du soleil, bah, les cinq doigts sont nécessairement sous la lumière du soleil. Ouais. Donc ce que fait la main, donc la conscience principale, les facteurs mentaux le font. Ce que font les facteurs mentaux, la conscience principale qui leur sont associés, le fait aussi. Hum, Ouais, hum. ça joue. Ou alors, on pourrait dire un diamant à cinq faces. Un diamant à cinq faces. Si le diamant est caché dans une boîte, bah, les cinq faces le sont aussi, Hum. forcément. Ouais, si le diamant est en train de briller au soleil, eh ben, les cinq faces sont en train de briller au soleil. Donc, ce que fait l'un font nécessairement les autres, et inversement, ouais. Hum. Ça joue? Ouais, donc si par exemple vous avez une perception directe visuelle, cette perception directe visuelle, ça peut être la conscience principale et les facteurs mentaux qui lui sont associés. Tout ça, Hum. c'est de la perception directe visuelle. Ouais, si l'une en est une, si la conscience est une perception directe, ces facteurs mentaux sont aussi des perceptions directes. Ah oui, les perceptions, oui, oui, les facteurs mentaux font partie après des perceptions directes. Ok, je savais Ouais, pas vu ça comme ça. c'est ça qu'il dit dans ce passage-là de... Ouais, 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 effectivement, ouais. Ouais. Ça, c'est très important parce que si on comprend Ouais, ça, on ouais. comprend en fait le principe de division septuple, tripartite, bipartite. C'est-à-dire que quand on parle de cognition, bah, c'est très vaste. Ouais, si on dit, bah, donnez-moi l'illustration d'une cognition, d'une supposition correcte, ce serait quoi une supposition correcte? Est-ce que c'est que une conscience mentale ou est-ce que ça peut être un facteur mental associé à cette conscience mentale? Pardon, c'était quoi? Une supposition correcte. Oui. Ouais, si je vous demande l'illustration d'une supposition correcte. Une supposition correcte, est-ce qu'elle peut être sensorielle? Non, elle est mentale. Elle est mentale, exactement. C'est Et une donc, pensée, une pensée oui, correcte. exactement. C'est conceptuel. Et donc, si on dit que c'est une cognition conceptuelle, est-ce que ça ne renvoie que à la conscience mentale principale? Non, il y a les facteurs mentaux aussi. Attends. Il y a aussi les facteurs mentaux Mm. nécessaires. Ah oui, Exactement. oui, effectivement. Ouais. Ouais. Quand on dit cognition, ça renvoie nécessairement aux deux. Mais si on dit conscience, là, ça ne renvoie que à une conscience principale. Mm. Alors, bien sûr, dans des discussions sur le dharma, sur la psychologie, etc., parfois, ils font pas la distinction. Hein, c'est vrai que nous, au début, on avait une session de débat sur l'ORIC il y a longtemps. Et au tout début, on ne faisait pas la distinction pour éviter de rajouter trop de détails au début. Donc, c'était un peu plus d'une manière générale. Mais si on est un petit peu plus précis, dans ce cas-là, si on dit conscience, ça renvoie à l'une des six consciences principales, au dernier agrégat. Mm. Ouais, impeccable. Et ben, c'est super ça. Impeccable. Et donc, on passe une page. Oh là là, ça va vite. Donc c'est 197. Exactement. Là, on est à 197. Et là, on arrive dans du praliné croustillant avec ganache sur le dessus. Ouais, avec les écoles philosophiques. Les cinq cognitions sensorielles sont, pour la plupart, produites en dépendance de conditions objectales. C'est Mm. intéressant de dire pour la plupart. Pourquoi Oui. pour la plupart? Ça veut dire pas toutes. Ça pose la question. Ok. Donc, après, peut-être que dans ce cas-là, dans certains cas, il peut y avoir des exemples de cognition fausse. Est-ce que pour la cognition fausse qui appréhende un mirage, est-ce que le mirage est une condition objectale? Moi, j'aurais tendance à dire quand même oui. Mm. Pas l'eau dans le mirage, mais l'apparence du mirage, oui, Oui, quand même. l'apparence, oui, oui. Oui, Mhm. tout à fait. Ensuite, mais il existe diverses manières de poser celle-ci. Ouais, donc c'est une condition objectale.
Vous vous souvenez qu'il y a trois types de conditions à chaque fois pour une perception directe, ouais? Vous vous souvenez de ça? Qu'il y a trois conditions, ouais, Oui. qui sont, L'objet, la faculté et puis un moment de conscience précédente. voilà, exactement, ouais. Donc on les appelle techniquement en conditions objectales, conditions dominantes, non communes, et conditions antécédentes. Ouais, ça, vous avez l'habitude de ça. Très bien. Ok. Il Mais faut que il ça est dit, revienne, quoi. oui, il faut que ça revienne. Exactement. Exactement. Voilà, condition objectale, ça veut dire, si vous voulez appréhender une tasse visuellement, s'il n'y avait pas la tasse, vous ne pourriez pas la voir. Donc, la tasse est l'une des conditions sine qua non de la perception visuelle de la tasse. Ouais. Et c'est Oui, pareil pour... Ouais. mais j'ai toujours un parce que pour la plupart, et comment on fait? Parce que quand on fait des méditations sur l'eau ou sur les eaux qui sont partout, etc. Dans Ouais. ce cas-là, on a quand même des conditions sensorielles qui ne sont pas objectales. C'est parce que c'est quelque part imaginaire. Je sais pas. Dans ce cas-là, elles ne seront pas sensorielles. Parce Ah que oui, c'est si pas. c'est méditatif, Dans ce cas, ils ne sont pas sensorisés. Attends, même si on les voit, c'est un peu comme les hallucinations, donc c'est pas sensoriel. Ok, c'est ça l'idée. exactement. Ouais, ouais, Mais tout c'est à pas fait. donc des conditions sensorielles. Ouais, tout à fait. Quand c'est Donc, méditatif, ça ne peut jamais être sensoriel. Ouais. ok, Qu'est-ce qui médite parmi les six consciences? La conscience mentale. d'accord, ok. Oui. Très bien. Donc, en effet, quand c'est méditatif, quand ça relève des samadhis, etc., ça ne peut jamais être sensoriel. Tout à fait. Oui. Mais même si En je fait, ressens des choses, ça peut être pas sensoriel. Ok, c'est ça en fait qui ouais. me fait. C'est par exemple, ouais, comme par exemple, tu vois des choses en rêve, Hmm. mais on voit, entre guillemets, en réalité, on ne les voit pas. On les imagine, on les Ouais, a. c'est ça, oui. Ok, ok, Ah ouais. juste pour être clair. Oui, ok. Très bien. Excellent. Et donc, la condition objective, donc c'est bien on pourrait dire l'objet d'une certaine manière, d'une manière générale, on peut dire ça. Ensuite, la condition dominante, c'est la faculté. Ouais, si la faculté n'est pas là, même si vous avez des objets en face de vous, vous ne les verrez pas. Ouais, vous ne les entendrez pas, etc., etc. Et puis, la condition antécédente, elle est nécessairement là, de toute façon. Hmm. C'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Très bien, c'est super ça. Ensuite, les trois conditions se rencontrent et juste après, vous avez la perception directe de la tasse, ouais, qui est l'effet de ces conditions. Hmm. Ouais, parce qu'une condition, à part pour les Vaibhashika, une condition est toujours avant son effet. Une condition, c'est une cause. Oui. Ouais, et donc la cause doit nécessairement exister avant son effet. Et l'effet doit nécessairement exister après sa cause. Ouais, ça joue? Ok, c'est super. Ok. Selon le Sautrantika, la condition objectale d'une cognition visuelle est la forme visible. Ouais. On Hmm. l'appelle aussi techniquement la forme source. Les couleurs et les formes, en fait, il faut me mettre les contours de forme. Ça, il faut le corriger d'ailleurs. J'ai zappé ça en lisant ça. Shape en anglais. Il Hmm. faut mettre contour parce que la couleur est une forme en philosophie bouddhiste. Hmm. Tout ce qui est en général pour la plupart des écoles, peut-être pas toutes, mais forme égale matière. Donc le son est de la forme, ouais, Hmm. une odeur est de la forme, etc., etc. Donc une couleur est de la forme. Mais ici, il parle de contour. Et dans ce cas-là, contour et fort et contour et couleur sont contradictoires. Ouais, ça joue. Mais comment, le contour, c'est ce qui donne la forme aussi, parce que, C'est ce qui donne la silhouette, on pourrait dire. ouais, Ouais, mais quand on dit forme, en réalité, même une couleur est une forme, un son est une forme pour la philosophie bouddhiste. C'est Ouais. des Alors, deux choses différentes, ouais. ouais, quand on dit forme, ça veut dire matière en réalité, surtout ouais, pour les sauts antiquats. Pour les sauts antiquats, forme égale matière en général. Si on dit une forme pleinement qualifiée, parce qu'il y a des formes qui ne sont pas pleinement qualifiées, par exemple le bleu du ciel, quand on rêve du ciel bleu, eh ben, le Hmm. bleu du ciel onirique n'est pas de la forme. Ouais, c'est pas une forme pleinement ouais. qualifiée. Mais si on parlait d'une forme pleinement qualifiée, constituée de particules, dans ce cas-là, ce serait de la matière. Et donc, la couleur, c'est de la matière. Vous êtes Mm. d'accord? Hmm, La hmm, hmm. Ouais. couleur, c'est des particules, etc. Et donc, à ce titre-là, la couleur est aussi une forme, mais n'est pas un contour. Hmm. Ouais. Donc, C'est quoi?
ouais, quand on dit shape en anglais, ou quand on dit yip en tibétain, yip, ça veut dire contour. On ne veut dire contour que forme. Parce que sinon, ça pourrait nous confondre. On se dirait, bah, le son, il a un contour. Non, non. Non, le son, on ne le voit pas, on l'entend. Exactement, tout à fait. Oui, oui, Et, tout à fait. et contour, ça me gêne dans la mesure où tu peux avoir, par exemple, des rayures, enfin ce qu'on appelle les grilles ou je sais pas quoi. Quand tu as, par exemple, mon gilet, là, tu peux avoir on voit les mailles, par exemple. Mais c'est Oui, pas vraiment des contours, c'est contour de la maille, mais toi, c'est oui, oui. C'est contour, bien le parce que le contour, ça sera tout le tour de mon truc, mais quand tu as une surface, tu peux aussi avoir l'intérieur, tu peux avoir contour. des Ah motifs. oui, oui. Et ça aussi, c'est aussi du contour. Ça aussi, c'est du contour. Oui, oui, tout à fait. Le Ok, relief, le relief, c'est du relief, voilà. contour. Donc, c'est contour et relief dans ce cas-là. Oui, exactement. C'est très général, ça veut dire, Ouais. comment dire, c'est ce qui donne comment dire, l'apparence, la silhouette, tu sais, c'est ce qui donne comment, Oui. si on regarde de près, on verra qu'en effet, il y a des stries, etc., etc. Si on regarde de près, par exemple, une feuille, on verra Oui, qu'il y a comme des veines, etc. Ben, ça aussi, c'est du contour. ouais, pour toi, ça aussi, c'est du contour. Et moi, j'aurais Oui. dit plutôt, oui, le relief, mais combien. Enfin, bref, c'est Ouais. pas Ça grave. veut dire que c'est ce qui délimite la couleur, parce que c'est là où la couleur s'arrête. Ça veut dire qu'après, il y a une autre couleur. Hmm. Ouais, ça veut dire que ici, pour la tasse, on a le contour de la tasse, et ce contour, bah, il englobe tous les contours, même l'anse. L'anse, elle a un contour, etc., etc. Oui. Ça, c'est du contour, et ce contour se manifeste à travers de la couleur. Hmm. Parce que s'il n'y Ok. avait pas de couleur, on ne pourrait pas déterminer le contour. Hmm. Très bien. Donc c'est ça qu'il faut voir quand on dit yip en tibétain. C'est ça que ça veut dire. C'est tout ce qui donne le. Ça peut être, par exemple, il y en a plein des contours différents. Il y a le haut, le bas, l'égal, le rugueux. Oui. Hmm. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Oui, Ok. enfin, moi, je pose la question d'une manière un peu basique parce que quand tu fais, par exemple, de la cartographie, du coup, tu as des rayures, des hachures et les contours. Donc, ça sont deux choses différentes, quoi. Donc, c'est pour ça Oui, que je pose la question, oui, parce parce que que c'est un là, peu dans mon métier. Quand parce on que prend mon là, métier, on avait besoin de cette distinction-là, quoi. c'est en 2D, c'est pour ça. Mais si tu regardes un Oui, trait de mais tu peux couleur, le faire aussi en 3D avec la ouais, carte, les modèles numériques de terrain et tout ça, quoi. Enfin, oui, bref. oui. Si tu regardes un trait de couleur, le trait de couleur, il a nécessairement un contour. Si tu prends un stylo, et puis tu fais un trait, un stylo bleu, un stylo noir, un stylo rouge, etc., tu fais un trait, il y a de la Oui. couleur dessus, mais même ce trait, il a un contour très fin, mais il a quand même Oui. un contour, Mais nécessairement. quand tu prends un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire donc que le relief, tu n'as pas de contour, tu n'as que le relief. Et en fait, enfin, moi, dans mon métier, bref, après, Oui, si, c'est pas intéressant, mais dans ce que je faisais avant, c'était important de faire la distinction. ouais. Enfin, bref, c'était une petite parenthèse, c'est pas grave. Ouais, là, comme on dit qu'en fait, il n'y a que on pourrait dire deux objets d'appréhension des consciences visuelles. Il n'y en a Ok. finalement que deux parce que même s'il y a comment dire, la perspective, cette perspective, elle dépend nécessairement d'un contour et de couleur. Oui, oui, Ouais, donc oui, 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 même une oui. perspective, même un relief, le relief, il sera déterminé par le contour. C'est le contour qui fait que le relief est perçu. Sinon, il serait même Mhm. pas perçu. Ouais. Oui. C'est un petit peu Oui, comme oui. ça que on voit les choses, mais il y a aussi la notion de perspective aussi, mais cette perspective, Mhm. elle sera rendue visible grâce à la couleur et grâce au contour, grâce aux deux en même temps. Il est Mhm. rare, il y a certains cas où on ne trouve que de la couleur sans contour, et après trouver un contour sans couleur, là ce serait difficile, à part pour la conscience tactile. Si on est dans le noir et qu'on cherche notre portable, on trouve un objet rectangulaire, mais ça c'est déterminé par la conscience tactile, il n'y aurait que du contour sans couleur. Dans ce cas-là, ce Enfin, serait difficile. l'un et l'autre ils sont ensemble, hein, de toute façon. Oui, tout à fait. L'un ne peut pas Exactement. exister sans l'autre. Oui. À part dans certains cas où, par exemple, tu es en haut d'une colline et puis il y a un ciel bleu magnifique, etc. Et tu fixes le ciel, tu ne vois que ça, il n'y a aucun contour Mhm. déterminé, mais tu ne vois que du bleu parce que tu es en haut d'une colline et il y a rien qui bouche tu vois, l'horizon.
Et là, ça, c'est intéressant, ça. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Mais ça fait partie des cas exceptionnels. Très bien, excellent, très bien. Et donc, en effet, la forme visuelle, c'est les contours et les couleurs, tout à fait. Mais selon le Chittamatra, oulala, Ah là, ok, c'est une prédisposition qui existe avec la cognition, qui est sa condition antécédente ou immédiatement précédente. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'instant immédiatement antérieur, il y a des graines. Ouais, les Chitamatrins, ils adorent le jardinage. Donc, ils parlent de plein de graines. Ils adorent les graines. Tout ce qui se manifeste, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on sent, etc. Tout ça, c'est le produit de graines. Comme quand on rêve, dira Sabine. C'est son exemple préféré. Et donc, comme quand on rêve, on a l'impression que c'est la réalité. On a l'impression que c'est là, à l'extérieur, etc. Mais en fait, et ça peut même donner des réactions physiologiques. On peut avoir le cœur qui bat plus fort, on peut même avoir l'impression qu'on tombe dans un précipice, etc., etc. Mhm. Ouais. Et donc, ça donne tellement l'impression que c'est réel, comme dans Matrix. Matrix est un très bon exemple aussi. Ouais, on a l'impression que c'est la réalité là, à l'extérieur, mais ce n'est que le produit des machines. Et donc, on rêve qu'on est dans une certaine réalité. C'est un petit peu comme ça. Après, comme on dit, l'exemple est toujours limité par rapport à ce que veulent dire vraiment les Tsitamatras. Donc, ils diront que tout est intersubjectif. Ouais, vous avez votre perception de la classe, j'ai ma perception de la classe. Moi, j'adore, je m'éclate. Peut-être que vous pourriez vous ennuyer, etc., etc. Chacun a son propre ressenti d'une même situation. Ouais, Mhm. et donc si chacun a son propre ressenti d'une même situation, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur de l'esprit. Tout n'est qu'une même substance, une même entité avec l'esprit qui appréhende cela. Et donc ils disent c'est à cause des empreintes. Là, par exemple, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur l'écran, eh ben, ce sont des empreintes qui germent les unes après les autres, etc. Certaines sont très similaires les unes par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a une sensation de stabilité. Ouais, on n'est pas là en train de percevoir, je sais pas, moi, Jimba, et puis après, on verrait le Père Noël, etc., où ce serait très instable. Donc, il reste quand même une certaine stabilité, très relative. Ouais, il Mhm. suffit d'une coupure de courant, et ça y est, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de Jimba. Ouais, donc, il ne serait plus perçu. Donc là, ça veut dire que les graines, le continuum de certaines graines cesserait et serait remplacé par d'autres graines, tout simplement. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc, ça veut dire que pour eux, on peut dire d'une certaine manière, oui, qu'il y a une condition objectale, ce serait la graine elle-même. Mais ça pourrait poser question, on pourrait débattre de ça, parce que normalement, la condition objectale, c'est ce qui est appréhendé d'une certaine manière. Par exemple, si on dit la tasse pour les Sotra-Antica, la tasse, c'est la condition objectale de la conscience visuelle qui l'appréhende, et bien la conscience visuelle appréhende une tasse. Sauf que C'est l'effet là, de la si on dit, poule. hein, C'est l'effet de la poule. alors, Bon, un peu. pas, pas tout à fait, puisque la condition doit nécessairement exister avant son objet. Ouais, donc ça, c'est nécessairement la condition. La condition existe de toute façon avant son sujet, pardon, avant la conscience qui l'appréhende. Mhm. La condition doit nécessairement exister avant son effet. Ok. Par exemple, si vous entendez un son, bah, le son doit être la condition de la conscience auditive, et donc il doit exister avant celle-ci. La tasse doit exister avant la conscience visuelle qui l'appréhende, etc., puisqu'elles sont toutes des conditions de ces consciences. Ouais, pour les sauts Mhm. antiques. Ah oui, Oui, mais pour justement. les Pachika, mais oui, bref. Pour les sauts antiques. Oui, parce que j'étais. Oui, ok. Mhm. Ouais. Après, pour les chittamatrins, on dit que la graine est la condition objectale de la conscience visuelle qui apprend une tasse. Ça veut dire que la conscience visuelle appréhende une graine. Mhm. Or, ça, c'est très difficile à soutenir en débat. Hmm. Parce qu'une graine, c'est quoi parmi les impermanents? Il y a trois types d'impermanents. Un composé non associé qui est ni conscient ni Exact. forme. Voilà, un composé non associé, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. S'il n'est pas de la forme, comment est-ce qu'il peut être une condition objectale d'une conscience visuelle appréhendant une forme? Ça Mais, pourrait poser question. pardon, je croyais que pour les Chittamatras, l'empreinte donnait à la fois l'objet et la conscience, en fait. Mhm. Donc, Exactement.
et ben alors, c'est pas possible tout ça. Enfin, Ouais, c'est pour ça qu'il est difficile de dire, personnellement, moi j'ai une certaine réticence à accepter ce que dit ici la Rinpoche, parce que si on dit que la condition objectale est la graine, comment est-ce que la conscience visuelle percevrait autre chose que la graine? Or, elle perçoit autre chose qu'une graine, elle perçoit une tasse pour les Mm. Chittamatra. Une tasse qui n'existe pas à l'extérieur, mais elle perçoit quand même une tasse. Donc c'est pourquoi c'est difficile de dire que la condition objectale serait la graine elle-même, la prédisposition. Ouais, on pourrait dire c'est une condition, mais pas une condition objectale. Parce que pour être une condition objectale, il faut qu'elle crée cette conscience et qu'elle soit appréhendée par cette conscience. Mais comment est-ce qu'une conscience pourrait appréhender une graine? La conscience, elle appréhende une tasse, elle appréhende pas une graine. Mm. Ouais, elle appréhende le résultat de la graine. Mm. Ok, donc c'est là où ça pourrait déjà poser question. Après, il y a peut-être des raisons, il a certainement des raisons pour dire que c'est le cas, ou peut-être que c'est une façon de parler, peut-être que c'est une condition objectale pas pleinement qualifiée, qu'on la désigne comme ça, mais qu'elle n'est pas vraiment cela, c'est tout à fait possible, ça arrive. En tout cas, les Chittamatrins diront que la tasse, vous avez une graine qui germe, la tasse, la graine donne la tasse et la conscience qui appréhende la tasse. Elle donne les deux. Ouais. Ok. Et donc, appréhende la conscience visuelle, elle n'appréhende pas une graine, elle appréhende une tasse, elle voit une tasse. Très bien. Or, la tasse et la conscience visuelle naissent en même temps. Par exemple, quand on jardine, vous avez déjà planté des, je sais pas moi, des zinnias ou d'autres plantes, des pieds de haricots, etc. Vous avez d'abord le petit germe et ensuite vous avez les deux premières feuilles, les deux Mm. oreillons, on les appelle les oreillons. Ils naissent en même temps. Comment est-ce que l'un pourrait être la cause de l'autre s'ils naissent en même temps? Ouais. Vous avez la graine qui germe et vous avez la tasse et la conscience qui naissent en même temps. Si deux phénomènes sont simultanés, est-ce qu'ils peuvent être causaux? non. Non. Ça, c'est très important à examiner au cours d'une méditation analytique. C'est très important. Parce que souvent, on en parle très brièvement, etc. On dit oui, si c'est simultané, ça ne peut pas être causal. Mais il faut vraiment se poser la question. Parce que même dans le Madhyamaka, chez Acharya Chandrakirti, etc., il y a ces questions qui sont posées. Si deux phénomènes coexistent, ils naissent en même temps, ouais, ils sont simultanés, comment est-ce qu'ils peuvent être causaux? Oui, mais la Polychitamatra, ils sont de même nature, puisque c'est la graine. Non? Exactement. Et s'ils sont de même nature, ils doivent coexister. Deux phénomènes Oui. qui sont de même nature ne peuvent pas être liés de manière causale. Ils sont liés par la même essence. Et donc, ça veut dire, s'ils sont simultanés, l'un ne peut pas être la cause de l'autre. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, une cause doit nécessairement exister avant son effet, non? Oui, oui. Oui, Ouais. Une Bah, cause doit nécessairement exister avant son effet. Si un phénomène, si par exemple la main gauche et la main droite coexistent, comment est-ce que l'une pourrait causer l'autre? Vous êtes d'accord? Mm. Et donc c'est pourquoi les Chittamatrins diront la tasse et la conscience visuelle qui appréhende la tasse ne sont pas causales. Donc la tasse n'est pas la condition objectale de la conscience qui l'appréhende, elle sera son objet observé. C'est deux trucs différents. C'est ce que dit Kunkien Jamyang Shepa dans son Lorik que Vénérable Otto Rinpoche avait commenté au Salève il y a quelques années. C'est que pour les Chittamatrins, la tasse n'est pas la condition objectale de la conscience visuelle qu'il appréhende, puisqu'une condition doit exister avant la conscience. Une condition doit exister avant son effet. Or, la tasse n'existe pas avant la conscience. Elle non. existe pendant la conscience. oui, Donc, parce qu'elle est fabriquée, c'est une production mentale. alors, on pourrait dire, ça reste oui, ça reste de la forme, hein, d'une certaine manière, pour les Chittamatrins, ça reste de la forme, parce que eux, ils vont faire la distinction entre matière et forme. Ils vont dire que la forme n'est pas constituée de particules infinitésimales. C'est pour ça, ils vont dire que c'est quand même de la forme, comme dans un rêve. On dit qu'on voit Mhm. une forme, on entend une forme, etc. Mais en réalité, ça n'est pas vraiment une. Et là, ils vont dire la même chose. Et donc, pour eux, ils vont dire que la tasse et notre conscience visuelle qui appréhende la tasse, comme elles naissent en même temps, aucune des deux ne peut causer l'autre. Donc, c'est pourquoi ils ne l'appelleront pas cette tasse la condition objectale, puisqu'une condition doit exister avant son effet. Ils l'appelleront l'objet observé.
mi-yul Ah en oui. tibétain, pas. Mais ils diront pas mi-ken, ils diront pas condition objectable. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais, ça veut dire que c'est très important. Si deux phénomènes sont simultanés ou coexistent, l'un ne peut nécessairement pas être la cause de l'autre. Et bien sûr. Ça, c'est très important. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est ce qu'eux, ils disent, le Chittamatra. Très bien. Donc, prédisposition, conditions antécédentes, ça veut dire que chaque moment de conscience transporte des graines. Ces graines vont germer pour que les conditions soient appropriées. Et en dépendance de la germination des graines, il y a des apparences qui se manifestent et en même temps que les consciences qui les appréhendent. Comme dans un rêve. Vous n'avez pas la conscience qui rêve d'un ciel bleu avant le ciel bleu qui est rêvé. Vous avez une conscience qui rêve du ciel bleu en même temps qu'il y a l'apparence du ciel bleu. Mhm. Et il n'y a pas de ciel bleu onirique ou rêvé avant la conscience mentale qui rêve du ciel bleu. Les deux naissent en même temps nécessairement. Mm. Ouais. Donc on ne pourrait pas dire que le ciel bleu serait la condition objectale de la conscience mentale qui rêve du ciel bleu. C'est pas possible. Les deux surgissent en même temps. Elles sont une même entité. Ok, très bien. Donc ça, c'est ce que disait le Chittamatra. Mais Ensuite, après, dans selon... le rêve, c'est plus la conscience, c'est plus les consciences sensorielles. Oui, tout à Voilà, fait. c'est le mental. C'est pour ça qu'Argara Sangha donne 5 types de formes. Et là, le ciel bleu qui est rêvé, c'est l'un des 5 types de formes qui ne sont pas vraiment des formes. Ouais, il dira c'est une forme pour la conscience mentale. Donc les Sutras Indika, ils l'appellent un phénomène source. Ils l'appelleront pas une forme source, mais un phénomène source. Ouais. Ça veut dire que une forme source, c'est un objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Un son source, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. Une Ouais. odeur source de la conscience olfactive. Une saveur source de la conscience gustative. Un tangible source, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience tactile. Et un phénomène source, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience mentale. D'accord. C'est ça qui fait la distinction. Et donc, c'est pourquoi les textes diront que le bleu qui est rêvé n'est pas vraiment de la forme, c'est pas de la forme source, c'est un phénomène source. Ça donne l'impression d'être de la forme, mais ça n'est pas vraiment une. Ouais, c'est Ouais, une illusion. c'est une illusion, exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais, très bien. Bah, c'est super ça. Excellent. Et selon le Vaibhashika, n'importe quel phénomène, y compris ceux qui sont permanents, peuvent être des conditions objectives. Mm. Ensuite, tout ce qu'appréhende une cognition et sa condition objectale. Ok, donc pour le Vaibhashika, oui, pour le Vaibhashika, tout ce qui existe est capable d'opérer une fonction. Mm. Ouais, même les permanents. Mm. C'est choquant ça, non? Mm. J'ai rien à ma question tout à l'heure, mais bon. C'était quoi ta question? Bah, c'était l'histoire de si on enfin, toutes les hallucinations, tout ce qu'on s'imagine, est-ce que ça peut être les conditions sensorielles, quoi. C'était ça, en fait. Oui, alors quand on parle de l'apparence de squelettes sur la Terre, etc., cette apparence est impermanente. Mm. Ouais, parce qu'elle est produite par le pouvoir de la méditation. Mais pour les Vaibhashikas, même les permanents sont des conditions. Mm. Même les permanents sont capables d'opérer une fonction. Ouais, ils vont dire que si ça existe, c'est nécessairement une chose, Mm. les Vaibhashikas. Ouais, ils Mm. vont dire tout ce qui existe est nécessairement capable d'opérer une fonction. Et bien sûr, il y a des choses qui sont capables d'opérer une fonction, mais qui n'ont pas de capacité, ouais, qui sont dans une incapacité. Par exemple, l'espace. Ouais, ils vont dire numé en tibétain. Numé, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils n'ont pas la force de produire quelque chose. Malgré tout, ils vont dire que tout ce qui existe, même l'espace incomposé, est une condition, est capable d'opérer une fonction. Donc ça pose question, en effet. Ils vont dire, par exemple, que c'est un petit peu une citation qu'on retrouve dans la Vidharmakosha, la Vidharmakosha de Charavasu Bandhu.
qui parle des 6 types de causes. Ouais, elle dit Jegyu, Nanchi, Giovanna, Kenyam, Sumbar Nabadan, Kuntu Jodan, Naminte, Gyuni Nambajutude. Ouais, elle dit que les causes sont acceptées comme étant 6 types de causes: cause active, cause simultanée, cause de même fortune, cause de similarité, cause de pleine maturation et cause omniprésente, on pourrait dire, ou, quelque chose comme ça. Il y a peut-être certainement plusieurs traductions. Et la toute première, cause active, ils vont dire que, par exemple, la définition d'une cause active d'un pot, c'est bomba dans zeta de kiai, bomba kewa la gek mi jepa yimbe shitun do mi pa de bombe jegu gitsenye. Et on dit la définition d'une cause active de peau, c'est ce qui est d'une part une substance différente du pot. On va dire que l'espace incomposé est une substance différente du pot, et c'est ce qui ne n'empêche pas, c'est ce qui n'entrave pas la production du pot. Ouais, donc ils vont dire c'est une base commune entre ce qui est une substance différente du pot et c'est ce qui n'entrave pas la production du pot. Par exemple, si vous avez un potier en train de fabriquer un pot, est-ce que l'espace l'empêche de produire ce pot? Non. Non. Et donc à ce titre-là, puisque l'espace ne l'empêche pas, eh ben, il sera désigné comme étant une cause active du pot pour les Vaibhashika. Mm. Il est permanent. Et donc, comme il est permanent, il est incomposé, il n'empêche pas la production d'un arbre, il n'empêche pas la production d'une table, il n'empêche pas la production de la pluie, etc., etc. Et donc, à ce titre-là, c'est l'une des causes de ces objets, ouais, de la table, de l'arbre, etc. C'est ce qu'ils appellent une cause active, Diegu. Mais à partir des Sotrantika, personne ne sera d'accord. Si c'est permanent, ça ne peut nécessairement pas être une cause. Ouais, ça joue. Mm. Donc pour les VBJK, puisque que ce soit permanent ou impermanent, c'est une cause, eh ben, elles diront que même l'espace incomposé est une condition objectale d'une conscience qui va l'appréhender, etc. Par exemple, vous pensez à l'espace, et ben, l'espace sera la condition objectale de votre conscience conceptuelle, par exemple. Et pour la perception visuelle, ils vont dire c'est l'une des conditions. Par exemple, vous êtes en haut d'un building et vous percevez ce vide entre vous et le sol. Et ben, ils vont dire que ce vide, même s'il est permanent, va être la condition objectale de votre conscience visuelle. Mm. Alors qu'à partir des autres antiquats, c'est impossible. Si c'est permanent, ça ne peut pas être une condition, ni objectale, ni d'autre chose. Ouais. Le temps, c'est pareil? Le temps, pour qui? Pour les Vaibhashika, Oui. c'est permanent, donc Alors, le temps n'est pas permanent. Le temps est impermanent oui, mais pour les... Ouais, oui. surtout le temps présent. Ah oui, Ouais, oui. surtout le temps présent. Après, le temps passé, le temps futur, pour les Vaibhashika, il y a des chances qu'ils disent que ce soit de la substance de toute façon. Mais comme on a dit, tout ce qui existe est substantiellement établi pour les Vaibhashika de toute façon. C'est-à-dire que tout ce qui existe doit être une chose, doit être capable d'opérer une fonction. Et donc, mais ça peut être capable d'opérer une fonction tout en étant permanent. Donc, c'est pourquoi il est possible que pour les Vaibhashika, le temps présent soit, oui, une chose. Pour toutes les écoles d'ailleurs, hein, toutes les écoles seront Oui, oui, d'accord d'accord. avec le temps présent est nécessairement impermanent. Après, la plupart des écoles vont dire le passé et le futur sont permanents, sauf certaines écoles. Mais le présent, c'est sûr, c'est impermanent, puisque ça change d'instant en Mm. instant, le présent. Oui, 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 oui. Ouais, donc le temps en général est impermanent. C'est un composé non associé. Après, ça dépend quelle école évoque le passé ou le futur. Ouais, certaines écoles vont dire que le passé, c'est une négation non affirmative et que le futur aussi est une négation non affirmative. Donc à ce titre-là, le présent et le passé et le futur sont permanents. Ben après, le passé, c'est un souvenir ou c'est quelque chose qui est passé. Bon, c'est dans notre tête après, hein, Oui, le oui, oui. passé, parce qu'il Après, en n'existe effet, plus. tout à fait. Et même le futur, il est envisagé conceptuellement. Ouais, Ouais. c'est le principe. Ouais, tout à fait. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit qu'un concept, mais il est envisagé conceptuellement. On peut anticiper sur le futur,
On peut ressasser le passé ou on peut se souvenir des belles choses du passé, etc. Donc, dans ce cas-là, le souvenir du passé et le passé sont deux choses différentes. Le souvenir, c'est conceptuel, mais le passé, lui, n'est pas conceptuel. Ouais. Et comment on peut prouver le passé si c'est pas Alors, conceptuel? il sera l'objet d'un concept, mais il ne sera pas le concept lui-même. Ah, Ouais, il d'accord. sera l'objet d'un souvenir, d'une mémoire, etc., mais il ne sera pas le souvenir lui-même. Est-ce qu'on D'accord. je pense, je sens, je vais encore dire une bêtise, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi, c'est en quelque part imputé aussi le passé, parce que quand hier soir, j'ai laissé la vaisselle sur la table, le lendemain j'arrive et puis la vaisselle est encore là, donc ça fait quand même quelque chose, une espèce de relique sur lequel je peux imputer qu'il y avait une soirée hier soir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, on peut imputer, on peut imputer le passé, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, bien Extrapoler, ou je sûr. sais pas comment on peut dire. Oui, oui. On peut dire, tiens, il a plu hier parce que la route est mouillée, etc., les jardins sont Ouais, voilà, mouillés, c'est ça. etc. Ouais. Il y a peu de chances que ce soit en effet la voirie, le camion de la mairie qui ait non seulement arrosé la rue, mais aussi les jardins des gens. Ouais, Donc voilà. si la Ouais. rue des jardins sont mouillés, c'est que en effet, il a plu cette nuit ou hier, etc. En effet. Donc oui, oui, tout à fait. On peut tout inférer. De toute façon, ouais, ça c'est possible. Mm. Ouais. On dit inféré, pas imputé, c'est ça? Oui, c'est mieux de dire inférer parce que là, dans ce cas-là, on fait une déduction logique. Parce que sinon, imputer, ça veut dire, ça pourrait vouloir dire désigner. Or, on peut tout désigner aussi. Ouais, Ok. ouais, ouais, c'est une autre façon de parler, en effet. Et ben, c'est super. Donc, les web ils sont vraiment spéciaux. Non seulement ils acceptent que les phénomènes permanents soient des causes, mais en plus, ils acceptent aussi des causes simultanées. Ouais, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, ça veut dire que là, ils vont dire par exemple, vous avez la conscience visuelle et la sensation visuelle qui lui sont associées, elles se produisent mutuellement. Mm. Tu peux répéter, excuse-moi. La conscience visuelle et la sensation visuelle qui lui est associée, non seulement elles ont une relation causale, alors que pour les autres écoles, c'est impossible. Si c'est simultané, l'une ne peut pas être la cause de l'autre. Mais en plus, elles se produisent mutuellement. C'est-à-dire que C'est l'histoire des non poteaux, seulement, ouais, ouais, c'est l'histoire des poteaux, c'est tout à fait ça, ouais. les trois poteaux qui s'entretiennent. Et Ouais. c'est quoi cette histoire? Ouais, excellent, t'as entendu ça où? Ben, c'est toi qui l'as dit un jour, je sais plus quand. C'est Ok, toi, mais je voilà, sais plus quand. Mais... excellent, c'est tout à fait ça. C'est quoi l'histoire des poteaux? Si on veut construire un tipi, on doit mettre plusieurs morceaux de bout de bois les uns contre les autres. Mhm. Ouais. Ces morceaux de bout de bois se soutiennent mutuellement. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'a dit Relevé Bashika. Et ben, c'est comme si le fait qu'ils soient verticaux d'une certaine manière ou presque verticaux s'est produit mutuellement. L'un soutient l'autre qui soutient le premier, etc., etc. C'est un peu le même principe. Pour la conscience visuelle et la sensation visuelle, c'est le même principe. L'une cause la seconde qui cause la première. Et tout ça, ça se fait en même temps. Mm. Ouais, comme des poteaux qui se soutiennent mutuellement. Tout à fait. Mais quand je parlais du passé aussi, j'ai pas pensé. Oui, il y a par exemple, si on pense, par exemple, à des pyramides, hein, c'était voilà un passé très lointain. C'est Oui, vrai qu'on peut se repérer comme ça, quoi, grâce à l'histoire, hein. oui, Bon. on peut faire une inférence. On voit les faits, on voit la pyramide, etc. On peut la dater au carbone 14, on peut dater les cailloux, on peut dater la peinture au carbone 14 et on peut se dire, tiens, en effet, ça a été fabriqué à telle ou telle période, etc. C'est tout à fait possible. Ouais. Et donc, en effet, on fait des inférences à partir des effets. Parce que là, ce sera en effet des inférences par le pouvoir des faits et on utilisera une raison valide des faits. On infère la cause sur la base de son effet. Mm. On Mhm. regarde les photos de nous, ça marche aussi. Hein. Oui, ça marche aussi. Ouais. Il n'y a pas besoin du carbone 14. Oui, il y a tout, hein, tout ce Quand qui on est était enfant, matériel, quoi. Exactement. Et ben, c'est super. Excellent. Donc, en effet, donc les Vivek disent ça, peuvent être des conditions objectives. En ce que tout ce qu'appréhende une cognition est sa condition objectable. D'accord.
Ok, ensuite, alors là, en sanskrit, ils font toujours des choses comme ça, partout, hein, même à la FPNT, partout, 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 sauf les spécialistes. C'est là où on voit la différence, c'est que chez les sanskritistes, on met toujours, en sanskrit, c'est une règle de grammaire, on met toujours l'adjectif le plus précis en premier. Ça veut dire qu'on ne dira pas Madhyamaka soit tantrika. On dira soit tantrika Madhyamaka. Parce que soit tantrika est plus précis, c'est une subdivision du Madhyamaka. Ah, Mm. ouais. Mhm. Ouais. Et le soit tantrika lui-même est subdivisé en sautrantika et swatantrika, sautrantika, swatantrika et yogachara swatantrika. Donc l'adjectif le plus précis précède toujours le moins précis. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais, comme c'est marqué là, on ne dit jamais en sanskrit madhyamika, swatantrika, sautrantika, mais c'est tout l'inverse. On doit dire sautrantika, swatantrika, madhyamika. Ça, c'est juste un petit détail, c'est juste pour, si vous voyez dans les textes, comment c'est marqué, vous savez que la personne a à peu près étudié le sanskrit. Sinon, on ne fait que répéter les erreurs des générations précédentes. Donc Ça ça, c'est change pas juste un grand-chose, hein, quand même. Ah bah si, moi je trouve que c'est vachement Mm. précis au contraire, tu vois. Parce qu'en fait, tu te focalises sur le point le plus spécifique et après tu élargis. Je trouve que Oui, c'est quand même, franchement, au niveau logique, Mm, mm, mm. je sais pas. Mm. Surtout que les Français ont quand même un très, très particulier avec les adjectifs et la place des adjectifs, hein. Ça étonne toujours les autres. Mais, Ah bon? ah oui, ah, une grande maison bleue, hein. C'est l'exemple classique, hein. Pourquoi grand est devant et bleu derrière, quoi. exactement. Mais Tout à fait. c'est C'est vrai que après, quand on enseigne le français à quelqu'un, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Quand on ne le fait pas et qu'on parle, normalement, on ne se pose pas la question. Mais quand on n'est pas natif en français, c'est sûr que là, on peut se poser la question. Et il y a aussi alors les propositions adjectives, ça existe beaucoup, bien sûr, en sanskrit. Mais en allemand, je me souviens qu'il y avait aussi ça. Il y avait des propositions, comment ça s'appelait? Euh, par exemple, quand on dit de bon cœur ou avec le cœur léger, etc. Non? Il y a des choses comme Weichen ça. Herzens, wie ça, oui. Ouais. Et Oui. donc, en effet, c'est un petit peu comme une proposition adjective. Et en Mm, effet, il y a le plus précis qui vient avant. C'est mm, l'adjectif qui vient avant le substantif, nécessairement. mm. C'est un peu comme ça. On peut dire Madhyamaka, ça peut être le substantif si c'est pas Ok. Madhyamika. Madhyamika, c'est l'adjectif, ça c'est sûr. Mais si on dit Madhyamaka, c'est le nom de l'école elle-même, c'est le substantif. Et donc, son adjectif viendra avant. Soit Tantrika Madhyamaka. Mm, mm, C'est que ça qualifie le substantif et en sanskrit, quand c'est un composé comme ça, il y a nécessairement l'adjectif avant. Quand c'est dans une phrase, l'adjectif il peut venir n'importe quand. Quand c'est dans une phrase, quand on dit la maison est grande, ça peut être grande et la maison, mm. euh, Ok. Il y en a. la Youpi. maison grande et, etc. Oui. Euh, Mm, mais quand c'est ici l'adjectif qui qualifie le substantif dans une phrase ou dans un composé, l'adjectif est toujours avant. Ouais, par exemple, quand on dit le sutra du diamant, Vajrakshedika Sutra, ouais, il y a nécessairement l'adjectif avant le substantif. Et Oui, quand il y a... si on disait le diamant du sutra, ça ferait bizarre, oui. Ouais, tout à fait, exactement, ça ferait bizarre. Et là, c'est juste pour savoir, en effet, qu'en plus des signes diacritiques, là, il manque, mais ça, c'est pas très grave, ça arrive souvent, c'est que le plus précis commence, le moins précis vient après, et le moins précis, enfin, quand il y en a plusieurs comme ça. Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Très bien, donc ça c'est juste pour vous donner des petits détails en plus, mais après c'est pas, en effet, c'est pas si important. Oui, voilà, Très c'est bien, ce que donc. je disais, c'est pas si important. Ouais, On ouais, va, ouais, tout à fait. voilà, on comprendra quand même, hein. Vous comprendrez quand même, exactement. Donc là, en effet, les Sautrantika, Swatantrika, Madhyamika sont en accord avec les Sautrantika, c'est ce qu'on apprend quand on étudie les écoles. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, d'ailleurs, Sautrantika, Swatantrika. Et les Yogacara, Swatantrika sont plutôt d'accord avec les Chittamatra. Parce que Yogacara et Chittamatra, c'est pareil. C'est juste deux mots pour la même école. Donc si on dit Yogacara, Swatantrika,
c'est pour dire que conventionnellement, il s'appuie sur les citamatins pour parler des phénomènes conventionnels, etc. Ensuite, les prasangika soutiennent, comme le font les sautrantika, que les formes, les couleurs, les contours, etc., sont les conditions objectales des conditions visuelles, par exemple, mais ils soutiennent, à l'encontre des sautrantika, que ce ne sont là que des conditions objectales nominales. Ouais, nominal, ça veut dire simplement imputé. C'est les prasangika sont spécifiques par rapport à ça. Ouais, Mhm. n'existe que par imputation ou désignation. Bon, ça, on le savait déjà. C'est juste que les prasangika n'accepteront pas ce que disent les sautrantika quand ils parlent des particules infinitésimales. Ouais, les sautrantika parlent de particules infinitésimales qui sont agglomérées pour donner des molécules, etc. Les prasangika n'acceptent pas ces particules infinitésimales. Ils disent que tout est divisible. Donc, c'est ça qui va faire aussi la différence. Ouais. Très bien. Donc là, il y a beaucoup de choses très croustillantes. Donc, je ne vais pas trop insister sur la somme d'informations. Ça pourrait nous rebuter. Donc, le mieux, c'est que, à moins que vous ayez une question, mais sinon, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui pour que ce soit pas trop dense en termes d'informations. Ouais. Mhm. OK. Et puis, normalement, on devrait se retrouver la semaine prochaine. Ouais. Ça marche. Et sinon, pour les débats ce soir, on en est dans les négations, on va entrer dans les isolats et tout ça. Eh ben, c'est super, merci beaucoup pour votre assiduité, pour vos interactions, pour vos réflexions, Voilà. c'est toujours très Et merci pour ton retour, tes efforts, parce que avec grand tu comme plaisir. être encore fatigué et tout. Ah ouais. Toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup, excellente Merci. journée. Voilà. Prenez bien soin de Merci. vous. Au Ciao. revoir. Au revoir. Au revoir.